On va attaquer les choses très sérieuses sur ce Roland Garros 2022, c'est le moment parfait je pense pour t'abonner, tu cliques sur le petit rectangle rouge, s'abonner, une petite cloche et on est bon. Il a la rage, mais elle est sourde, profonde, elle est froide. Novak Djokovic est à Roland Garros pour briser des fiacs, Nadal de son côté qui rassure et l'hystérie du public français, c'est le programme grotesque de votre nouveau digest de Roland Garros et on attaque juste après ça. Et on attaque ce côté réseau avec... Depuis quelques minutes, Justine. Oui, il se fait masser. C'est vrai que ça faisait penser. Il est soigné depuis quelques minutes, Justine. Oui, il se fait masser. Non, on n'attaque pas avec ça, on attaque avec le débat sur l'hystérie du public français à Roland Garros. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? On va voir un petit peu ce qu'en pensent les joueurs, et notamment avec ce qui s'est passé hier soir, le match entre Stefanos Tsitsipas et Collard. Et on a justement l'excellent Gilles Simon qui, sur la séquence précédente, était en train de passer un excellent moment, nous raconte sa vision des choses. Donc on lui pose la question par rapport à l'ambiance, et il le dit en jaune. J'ai senti que les gens étaient là, mais ils le sont de plus en plus en fait. C'est quelque chose que je sens d'une manière générale en bleu ciel. Des matchs que j'ai vus à Bercy ou ici, on voit de grosses ambiances pour les joueurs français, des ambiances que l'on n'a pas l'habitude d'avoir chez nous et qui au passage ont même parfois l'air d'un peu dérangées. Sur ce sujet, et on en a parlé déjà cette semaine, on a deux visions très contradictoires qui s'affrontent. On a les gens qui sont choqués, les puristes qui voudraient que tout le monde se taise tout le temps et juste applaudisse poliment entre les points, et puis on a les autres qui pensent que c'est normal d'avoir de l'excitation comme ça dans les tribunes. Moi je pense aussi que c'est corrélé au fait que les gens ils ont passé 2 ans complètement confinés et on a tous tout simplement du temps à rattraper. On a envie de vivre des émotions fortes, on a envie de s'engager, on a envie de pousser nos joueurs qui évoluent sur un court de tennis, mais pas que. On a vu Collard par exemple supporter, alors que franchement il n'y a aucune attache je pense du public français vis-à-vis de ce joueur de challenger. Simon qui continue, les gens vont dire ah non mais là c'est un peu trop, j'ai envie de leur dire mais vous ne vous rendez pas compte comment on se fait gueuler dessus depuis 15 ans quand on va jouer dans les autres pays. Et il mentionne notamment son expérience face à Kyrgios. Quand j'ai joué Kyrgios en Australie, les mecs te hurlent dessus et pas des trucs sympas, tu te fais insulter tout le match. Je l'avais même dit à l'arbitre une fois, il m'a dit je vais pas évacuer tout le stade, et je lui ai dit bah ouais on est d'accord. On a également Alizé Cornet qui a vécu une super ambiance hier soir en night face à Ostapenko. Elle le dit également, ils étaient chauds patates, et ils ne m'ont pas lâché du premier au dernier point, ils m'ont porté à bout de bras. Au troisième ça a fait une différence, elle s'est un peu agacée et moi ça m'a donné beaucoup d'énergie. Une première night session juste fabuleuse, ça fait du bruit ce stade quand les gens commencent à s'y mettre. On a vu des images complètement folles. Alors pour parler de Stefanos, on l'a vu lécher sa raquette, carrément péter un câble, faire des moulinets avec ses bras, il a complètement tilt. Ostapenko elle était en mode je suis une célébrité, sortez-moi de là, à se boucher les oreilles. Bref, des images incroyables. Et Stefanos justement s'est exprimé par rapport à ça, parce que quand vous êtes du bon côté de la barrière forcément c'est facile, mais quand vous devez lutter face à un public qui est assez hostile, c'est beaucoup plus compliqué. Et lui il le dit, parfois quand les choses sont intenses, vous êtes frustré. Je l'ai pris personnellement, et c'est là je pense qu'il a fait une erreur, parce que le public voulait tout simplement avoir un grand spectacle, et Collard jouait le feu, Collard jouait top 10 à certains moments du match. Je ne sais pas pourquoi, j'ai un rapport particulier avec le public ici, donc ça m'a un peu gêné. Et moi son attitude un peu folle pendant la partie, elle m'a beaucoup plu. Je trouve d'ailleurs qu'il y a certains d'entre vous peut-être, mais parmi les fans de tennis, qui ont une dent contre Stefanos. Alors c'est peut-être par rapport à ses parents qui sont très présents, mais imaginez si Daniil avait fait exactement la même chose hier soir, à mouliner des bras, à aller chambrer le public, on aurait dit ouais c'est une légende. Si c'était Novak qui avait fait ça, on aurait dit ouais toujours ce mauvais caractère. Et avec Stefanos il y a vraiment une narration à dire c'est un enfant pourri, c'est un enfant gâté, et je trouve que c'est un petit peu exagéré. Et moi ce qui m'amuse le plus sur ce sujet précisément, c'est certains fans qui sont totalement incohérents avec eux-mêmes, qui vont reprocher aux autres d'avoir des clichés par rapport à leurs joueurs préférés, et qui vont faire la même chose par rapport à d'autres joueurs. Bref, c'est assez désolant, mais c'est marrant, c'est désopilant. On enchaîne avec une nouvelle information, et là on est un petit peu moins dans le registre du comique, avec Simona Halep qui a fait une crise d'angoisse lors de son match hier. Donc on la voit ici vraiment dans le doute, et puis elle a dit ensuite je ne sais pas vraiment pourquoi c'est arrivé, parce que je menais le match, je jouais bien, mais c'est arrivé, et comme je l'ai dit, je l'ai perdu, je n'arrivais pas à me concentrer après le match, c'était assez dur, mais maintenant je vais bien. Donc ça rejoint tout ce qu'on a dit cette semaine avec la santé mentale, la gestion émotionnelle d'un match de tennis, qui est un sport très exigeant au niveau mental. On bascule sur Rafael Nadal qui est rentré ce matin avec une tête, mais regardez-moi cette tête de déter. Il s'est dit, le 22 ans de choupe, je vais me le faire. Mais non, mais regardez-moi ça, il a une tête de tueur en série, Rafa. Rafa qui avait Zizou dans les gradins, énorme Zizou qui était présent en 2005 pour lui remettre la coupe pour sa première victoire à Roland Garros. Voir Zinedine comme ça, moi ça me fait tellement du bien. Putain, Zinedine comme regardez-moi le, j'en perds mes mots, regardez-moi le.
la beauté du mec. On enchaîne avec le coin tactique, Novak qui jouait contre Bedene et le niveau de jeu de Novak, la qualité de jeu incroyable. Alors dans le titre et sur la miniature, je parlais de rage. La rage, hein, c'était sûrement en début de printemps, cet hiver avec ce qui s'est passé en Australie. Et là, c'est une rage froide intérieure, on le sent, qui s'est transformée en détermination incroyable. Alors sur les premiers tours de Novak Djokovic sur un grand chelem, alors c'est 7 matchs, un grand chelem, hein, 3-7 gagnants, vous essayez de mettre en place votre jeu brique par brique, avec dans l'idée précise, hein, pour Novak Djokovic d'être prêt pour le quart de finale face à Rafael Nadal ou Félix Auger-Aliassime. Ce sera certainement à Rafa Nadal, on le verra, et on a vu ici dans cette séquence, et on l'a vu également dans toute la rencontre, il a multiplié le coup qui est létal face à Rafa. C'est ce coup droit ici dans cette position, court croisé avec beaucoup de volume pour sortir l'adversaire, mais pas long comme ça, hein, ici, hein, vraiment ici, dans cette position-là, juste après le carré de service, pour forcer l'adversaire à défendre dans cette position, et c'est très difficile derrière de retourner l'échange, surtout que Djokovic est le roi des angles. Si vous suivez la chaîne depuis quelques semaines, quelques mois, vous avez certainement vu la vidéo où je parlais de Novak Djokovic à Monte-Carlo face à Davidovich Fokina, et on avait vu à ce moment-là, hein, les réflexes, les départs, la lecture, l'anticipation qui était vraiment déficiente, et là sur cette rencontre, on a revu quasiment du prime Novak, hein, à ce niveau. Là, il va anticiper à merveille cette amorti, il va réussir à arriver mais vraiment ultra à l'heure sur cette amorti et envoyer un revers gagnant. Novak qui est vraiment revenu à un super niveau dans ce secteur, on pouvait s'inquiéter éventuellement, il vient de fêter ses 35 ans. 35 ans, c'est un certain âge pour un tennisman. Il y a assez peu de tennisman dans l'histoire du tennis qui ont toujours performé à cet âge. On a eu Roger, on a Rafa, on a vu quelques anciens également, Ken Rosewall si je ne m'abuse, mais voir un Novak aussi saignant physiquement là, à quelques jours d'une énorme échéance pour lui, eh bien c'est très rassurant. Autre séquence, troisième palette, la qualité de service phénoménale de Novak Djokovic. Aujourd'hui, on est à 73% de première balle, plutôt pas mal, 85% derrière sa première, et surtout on a revu le Novak de la saison 2021 sur gazon, aux Jeux Olympiques, dans certaines autres phases de sa saison, en fin de saison également, hein, en indoor, avec ici un côté égalité, le service slicé, dans la lulu, la précision, le relâchement. Vous voyez, hein, sa préparation quand il sert, il a le poignet complètement laxe. Cette décontraction, ce relâchement se voit également dans un des secteurs de son jeu, c'est le coup droit. Un coup droit où il utilise également les petits points qui sont situés sur les extérieurs de ses montants au niveau de son cadre. Ici, on va avoir un 1-2 avec un relâchement complètement terrible. Et j'ai envie de troller, j'ai envie de dire, Novak Djokovic ressemble de plus en plus à Roger Federer. Sur ce sujet, d'ailleurs, j'adorerais avoir l'avis de Sir Diane Djokovic et de cette comparaison avec Roger Federer. Qu'est-ce qu'il en pense? Est-ce que Sir Diane est content que je compare Roger Federer à son fiston, qui lui plutôt préférerait qu'on le compare à Jésus? Bref, on revient au terrain et on a vu surtout la couverture défensive. Donc là, c'est le full package, hein. Il a fait vraiment un gros match. Je pense qu'il sera prêt, hein, pour son quart de finale face à éventuellement Rafael Nadal. Donc ici, la glissade avec toujours, il faut observer, hein, ce pied gauche qui coulisse, qui est sur l'arête, on frappe et on a un transfert de masse sur la gauche immédiatement après pour se recadrer vers le centre du court. Quand vous observez ça, alors c'est mieux évidemment si j'avais les images, mais bon, j'ai pas les droits, à moins que quelqu'un veuille les payer dans les commentaires, mais vous avez c'est un balai défensif de la part de Novak, et là vraiment il est revenu à un sublime niveau de jeu. On termine l'analyse de la rencontre, hein, aujourd'hui face à Beden avec un dernier secteur, la concentration. C'est un sujet sur lequel on était un peu suspicieux parce qu'on avait vu des choses à Rome, à Monte-Carlo, également à Madrid, avec parfois cette faculté à décrocher mentalement, à pas réussir à mettre le couvercle dans les moments opportuns. Et là justement, on va avoir une balle de break pour Bedene, c'était au tout début du troisième set, Novak va la sauver, il va serrer le point, il sait que le momentum, faut pas le donner à son adversaire, faut pas perdre 15, 20 minutes, 25 minutes de trop en termes énergétiques sur un court de tennis, surtout dans les premiers tours. Wink wink Stefanos, en tout cas voilà, si vous êtes fan de Novak, je pense que vous êtes très rassuré, et c'est vraiment le joueur qui a fait la plus belle impression depuis le début du tournoi chez les hommes. Un mot également bien sûr sur Rafael Nadal, hein, qui a remporté ce tournoi 13 fois dans sa carrière, et oui, 13 fois, c'est énorme. Rafa qui a fait une belle impression, alors pas au tout début parce qu'il se fait breaker et pas à la toute fin, on va le voir d'ici quelques instants, mais on a revu le Rafa libéraux italien des années 80, Baresi, Maldini, Costa Curta, on se met à 5 mètres de la ligne de fond, on met une bombe extrêmement bombée justement dans les yep, on revient ensuite à 2-3 mètres, et puis on fait le libéraux, hein, on essaye d'anticiper, on essaie de mettre une pancarte sur le deuxième coup de raquette. Au niveau des stats de retour sur cette rencontre, il a été très bon, il a remporté 41% des points derrière la première adverse et 65% derrière la seconde. Pendant une grande partie du match, on a vu un Rafael Nadal saignant avec des appuis
dynamique, qui se déplaçait très bien vers l'avant, également sur les côtés, même si on a toujours cette petite demi-seconde de battement. C'est pas du prime Rafa évidemment, on n'est plus à la fin des années 2000, c'est un Rafa qui est un peu plus dans la gestion et qui impose sa puissance. On le voit ici dans cette séquence, un 1-2 avec une merguez enflammée avec un peu de moutarde. VDZ qui est là et qui se dit mais qu'est-ce que je suis en train de subir, c'est monstrueux. Mais contrairement à Novak, c'est pas exactement la même impression laissée aujourd'hui par Rafa, je trouve. Alors on a eu ce départ K1, c'est une expression complètement éclatée, mais je l'utilise car je suis un énorme daron. Il se fait breaker donc au premier jeu du match, et puis ensuite on a un 4-0 ici, on va avoir une balle de 5-0, et il va rentrer dans une espèce de thriller bizarre dans la troisième manche. Il va y avoir une balle de 5 partout à un moment donné. Ici on le voit dans cette séquence, VDZ qui va sauver cette balle de 5-0 avec un ace sur seconde extérieure, et ensuite il va se relâcher, il va oublier un instant qu'il est en train d'affronter Rafa Nadal. Il va peut-être croiser le regard également de Zinedine Zidane, bien sûr, qui va lui donner du fluide pour essayer d'y croire. Mais voilà, Rafa qui a montré que en termes de concentration, on n'était pas encore exactement au même niveau que Nolé, donc il faudra surveiller cet aspect précisément contre Félix Auger-Aliassime. En tout cas, quand même, on va dire à 90% du temps, ça a été un très bon match de la part de Nadal. Et on termine comme tous les jours avec le coin prono sponsorisé par les poteaux de Sobet. N'hésitez pas à télécharger l'application qui est dans la description, à rentrer le code SV et à participer au challenge Roland Garros, c'est gratuit. J'ai 3 pronos pour demain les amis, ça va être énorme. Bien sûr, victoire d'Hugo Gaston contre Rune en Night Session, il y a 3,60 la cote, pour moi c'est open bar. On a également Tsitsipas Ymer, je vois un match avec plus de 29,5 jeux, on a une cote à 1,82 et une victoire de Jean-Jean, et oui, contre Bégou, 3,45. J'ai décidé pour demain d'avoir du panache. On se retrouve justement demain pour un nouveau digest. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et mangez des pâtes.